En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute expatriation et voyage avec des acteurs du football. Partons ensemble à la découverte de nouvelles cultures, de rencontres, d'expériences de vie autour de ce langage universel qu'est le football. Je suis Hugo Sanudo, spécialisé dans le football à l'international, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast. Aujourd'hui, mon invité est Ludovic Debru, ancien joueur professionnel de l'AS Cannes qui exerce depuis 20 ans au sein de la FFF. Ludovic y est responsable international de la direction technique nationale. Il travaille aux côtés d'Hubert Fournier, l'actuel DTN. Échanger avec lui est un réel privilège. Ses nombreuses années passées au cœur de la DTN en ont fait un homme d'expérience, qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Car même si la FFF ne communique pas beaucoup à ce sujet, elle accompagne un très grand nombre de fédérations étrangères. Au cours des 3 dernières années, elle a restructuré son pôle international, et depuis, Ludovic a voyagé dans une vingtaine de pays pour accompagner des dizaines de fédérations. Guinée, Centrafrique, États-Unis, Canada, Djibouti, Costa Rica, Mali, Congo et beaucoup d'autres. Je vous laisse découvrir l'implication de la FFF à l'international et comment Ludovic perçoit ces voyages qui sont devenus son quotidien. Bonne écoute. Bonjour Ludovic, comment vas-tu ? Bonjour, je vais bien. Ouais, je suis super content de te recevoir aujourd'hui parce que t'es pas tout le temps sur Paris. Mais là, aujourd'hui, tu es à Paris. Exact. Je vais te laisser te présenter, mais voilà, tu es une pièce centrale du foot français à l'international. Oula. Ouais, je commence fort. Mais donc, en tout cas, c'est vraiment, je suis très content de te recevoir et de parler du foot français à l'international avec toi. Mais je te laisse te présenter et voilà, comme ça, on commence notre voyage. Voilà, donc je suis Ludovic Debru, donc je suis responsable international à la FFF, à la DTN. J'ai 56 ans, donc une femme, 2 enfants. J'ai été joueur professionnel il y a quelques années déjà. J'étais au centre de formation de l'AS Cannes dans les années 80 pendant 2 ans, puis après j'ai joué en professionnel pendant 8 ans, enfin 7 ans, parce que la dernière année j'étais blessé. Donc, j'ai arrêté ma carrière sur blessure. Qu'est-ce qu'on peut dire ? J'ai eu un bac littéraire, voilà, mais avec le football pro. Dans le centre de formation ? Dans le centre de formation, ouais, tout à fait, en jonglant un peu entre les matchs et puis les cours. Pas si anodin que ça, non ? Pas évident. pas évident du tout. En plus, je crois que je l'ai eu une année où on est allé en quart de finale de Coupe de France. Donc, Gambardella ? Non, Coupe de France. Coupe de France, okay. Ouais, on jouait tous les 3 jours. Donc voilà, c'était pas forcément évident. Puis je me suis reconverti de fait, puisque j'ai été blessé, donc j'ai fait à peu près 150 matchs en professionnel, donc je suis carrière, en D2, en D1, donc j'ai eu des épisodes sympas. J'ai eu Arsène Wenger comme entraîneur et comme formateur, donc ça c'est des grands souvenirs. J'avais connu aussi Zinedine Zidane au centre de formation. On a même fait un match ensemble, en fait, ses premiers matchs. Je m'en suis aperçu, en fait, en arrivant à la fédération. C'était un collègue qui a chafouillé dans ses archives. Alors, son premier match à Cannes, premier ou deuxième match, un TT. truc comme ça. Et puis, voilà. Puis, en discutant aussi avec Rudy Garcia, il m'avait montré une photo. On était tous les 3 sur la même photo, sur un match de fin de saison. Mais c'est loin. Alors... Ouais. Et pourquoi une carrière si courte ? Alors, je me suis, comme beaucoup de joueurs, les blessures. Ouais. Donc, je me suis blessé. J'ai une blessure mal soignée à 23-24 ans, et puis une plus grave après à 25, 26, 26. Ok. J'ai autant de métal que ouais. un peu partout. C'est le lot des footballeurs, hein. Ça arrive, quoi. Voilà. Sinon, je me suis donc reconverti avec l'UNFP, donc le syndicat des joueurs. Je n'étais pas parti, j'ai passé un diplôme d'entraîneur assez rapidement, un brevet d'État, puis c'était pas pour moi, c'était pas là où je me sentais. Il n'y avait pas encore tous ces systèmes de formation, les formateurs en fait, d'accord, les formateurs de jeunes, tout ça, c'est arrivé après. Sinon, c'est peut-être une voie qui m'aurait intéressé, mais la vie, c'est des opportunités, donc je vais le faire en version rapide, mais je suis rentré à la fédération avant la Coupe du Monde, à 98, 18 mois avant. Et puis voilà, j'ai fait mon parcours. Je suis rentré comme chef de projet, en fait, avec Gérard Houllier, c'était Gérard Houllier à l'époque, et Jean-Pierre Morland, qui cherchait un entraîneur, en fait. Il cherchait quelqu'un qui était du foot pour mener des projets, mais qui étaient des projets plus d'organisation, d'administration. Et voilà, il a pris son téléphone, il a appelé Guy Lacombe, et Guy Lacombe lui a dit
tu peux le prendre. Et voilà, il y a des opportunités dans la vie. Ok. 22 ans au sein de la DTN. Oui, au sein de la DTN. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est la DTN? Ok. Alors, la DTN, en effet, c'est un acronyme de la Direction Technique Nationale qui existe dans toutes les fédérations. Ok. C'est alors on va appeler ça un département, une direction, enfin c'est une direction en soi-même, qui est en charge de tout ce qui est programme de développement, enfin tout ce qui est développement des pratiques. Alors il a une définition très, très claire ministérielle, mais pour donner une idée, c'est les filières d'accès au haut niveau, en fait, c'est le développement de tout type de pratiques et le pilier central, la formation de cadres, en fait. C'est les trois grands métiers sur lesquels viennent se greffer un peu tous les autres. Et il y a un directeur technique qui est aujourd'hui Hubert Fournier. Qui est Hubert Fournier, oui, tout à fait. Et donc aujourd'hui, je te laisse un peu continuer un peu ton évolution à la DTN. Alors, donc l'idée de Gérard Houllier, c'était aussi d'avoir quelqu'un qui pouvait porter des dossiers, puisque la vocation des entraîneurs, c'est être sur le terrain. Donc c'était cette philosophie-là. Et donc j'ai commencé, j'ai travaillé sur l'organisation des détections, puisque là, à ce moment-là, on avait changé les modes de détection. D'autres dossiers, pendant la Coupe du Monde, c'était sur les programmes jeunes, c'était assez génial. D'ailleurs, c'était un peu d'international, puisqu'il y avait des programmes qui associaient notamment les levées de rideau, les joueurs qui jouent en levée de rideau, les ramasseurs de balles. Il y avait tout un système d'opérations qui permettait à plein de jeunes de tous les pays. En fait, il y a eu quasiment 55 pays différents. Pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde, ouais. Donc, c'était des gros projets, des beaux projets. Je travaillais là-dessus et à partir de 2004, 2005, j'ai beaucoup travaillé sur les centres de formation avec l'ancien DTN, qui était François Blacard, celui avant Hubert Fournier. Qui venait de là. Et en fait, pendant 8 ans, j'ai travaillé sur l'agrément, sur les conseils, sur le data, sur le modèle lié au centre de formation. Donc, j'ai été formé par l'ancien DTN à tout ce qui est audit, en fait. Audit, conseil. Et donc, c'est des concepts ou des outils, un domaine métier que je réutilise maintenant. En fait, il n'y a pas de différence à l'international. Alors, il y a une caractéristique de la DTN, c'est la transmission. Donc, en fait, j'ai récupéré un savoir, en fait. Hein. Ouais. Et cette idée de transmission, oui, c'est en effet une méthodologie, des outils me servent maintenant de manière identique à l'international. Ouais. Il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose. Non, ça va. Non, il y a d'autres gens. Oui, c'est une transmission, donc les savoirs, ils ne se perdent pas. Il n'y a pas de souci avec ça. Tu as peur de te faire kidnapper un jour? Oula. Non, pas de danger. Et après, j'ai occupé aussi d'autres fonctions, donc en responsabilité de l'administration, finances, des services, tout ça. Tu as tout vu de la DTN. En fait, ouais, j'ai touché un peu à tous les métiers et à tous les secteurs. Il y a des phases, c'est vrai qu'il y a une phase dont je n'ai pas parlé, mais en fait, c'est vrai, entre 2001, 2002 jusqu'en 2005, j'avais travaillé sur les entraîneurs et notamment toute la réglementation, en fait. Ça a été un épisode qui est intéressant parce que comment dire, tout est lié, en fait. C'est-à-dire que si vous voulez mettre en place un domaine d'activité ou un axe de développement concernant un domaine bien particulier, tout est lié en fait. C'est-à-dire que ce que vous faites en sportif doit être lié à ce que vous faites doit être en lien avec le réglementaire, doit être en lien avec le juridique, avec tous ces aspects-là. La réglementation, ça peut sembler quelque chose de fastidieux, mais c'est quelque chose de fondamental. Et ça, il y a une logique, il y a des règles, et ça aussi, ça m'a bien servi par rapport à ce qu'il y a après. Et puis, il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, en fait, puisque de ma fonction, en fait, mon contrat de travail, pour partie, c'est la représentation du DTN en fonction des missions. Hein, ça a toujours été ça. Là, en l'occurrence, c'est à l'international depuis 3 ans. Okay. Tu représentes la DTN et le DTN à l'international. À l'international, en coordination avec lui, bien évidemment, plus la responsabilité internationale des actions là, de la DTN. Et alors, ça part de quoi, en fait? Ça part puisque une action internationale, on a toujours eu, en fait. Hein. Il y a 20 ans, on avait l'été
On a accueilli les pays d'Afrique francophone, notamment les DTN, pendant 3 semaines. Il y a eu des collaborations qui ont été mises en place avec la MLS, par exemple, Major League Soccer, en fait, la ligue privée professionnelle américaine depuis une dizaine d'années. Les actions, il y en a toujours eu. Puis notre président de la fédération, M. Noël Le Graët, dans un congrès FIFA en 2016, a fait une communication aux pays d'Afrique francophone en disant qu'ils seraient toujours bien accueillis à la fédération. Donc on a essayé de s'organiser nous-mêmes à l'international. Et voilà, et donc un peu de créer un pôle international quasiment pour conseil à l'international ou je sais pas dans plusieurs services, ouais, ça concerne plusieurs services de la DTN, de la FFF et notamment la DTN. Voilà, avec cette idée de s'organiser parce qu'au fil du temps on avait développé beaucoup de collaborations, mais un peu au fil de l'eau des fois, ce qui est normal. C'est intéressant, je trouve, comment tu disais qu'il y a toujours eu des actions à l'international, mais comment on passe justement d'une expertise sur son propre domaine à du conseil, de l'accompagnement à l'international. Ouais, l'idée, c'est de s'organiser soi-même, en fait. Ouais. C'est-à-dire, c'était d'organiser une activité déjà existante. Donc, pour ça, il a fallu déjà... Je ne vais pas dire évaluer, parce que ce n'est pas le terme. C'est plutôt essayer de reprendre toutes les collaborations qui existaient, ouais. Parce que ça a été ça l'action au début. Ça a été aussi un point de départ quelque part, puisqu'il y avait des demandes. Alors il y avait à la fois une demande d'un pays africain, la Guinée. Enfin, il y avait 2 demandes, la Guinée et le Niger. Pourquoi on est allé plus dans l'un que dans l'autre? En fait, c'est que la Guinée a été plus rapide. Okay, c'est dire à quel point on était. C'est une autre époque. Et puis on a repris d'une autre manière toutes les collaborations existantes, qu'on appelle d'ailleurs. Alors les mots ont leur importance. Hein, c'est quelque chose qui sera assez récurrent. Les mots, les traductions et les accords, en fait, souvent ils sont liés ils viennent du monde anglophone. En fait, on dit MOU, c'est les Memorandum of Understanding. Il y a quelque chose que j'ai appris des collaborations avec les autres pays, c'est qu'on a la réputation d'être très très précis, en fait, d'aller toujours dans le sens du détail. Donc, pour retranscrire ça dans une logique française entre guillemets, c'est quelque chose d'assez vague. Okay, c'est-à-dire que ça a des contours, c'est pas un fourre-tout, c'est plutôt on s'entend pour mieux se comprendre, en fait. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'on peut avoir des visions ou des attentes ou des degrés d'implication très différentes en fonction des... Tu signes le même MOU, mais après, c'est des besoins et des attentes complètement différentes, c'est ça? C'est ça. Et des besoins et des compréhensions différentes, en fait, et des attentes qui sont différentes. Donc, il a fallu harmoniser tout ça. Comment l'harmoniser? En allant sur place, d'où les voyages, en fait. Donc, on a commencé... moi, j'ai commencé avec la Guinée. Et puis, dans les MOU par l'Inde. En fait, c'est les 2 premiers pays. Et donc là, on a fait un petit calcul rapide, mais sur les 3 dernières années, si on prend le principe de passer un temps sur place, on va dire au moins une semaine. Donc, j'ai fait une vingtaine de pays différents, en fait, un peu plus d'une vingtaine. Certains où je suis allé plusieurs fois, donc en fait, ça fait une trentaine de voyages, quoi, sur les 3 dernières années. Tu avais toujours aimé le voyage, pour toi, c'était une évidence, rentrer dans ce monde international? Oui, franchement, c'est... Alors, oui, parce que ça me pose aucun problème de découvrir quelque chose que je connais pas. Ça, je trouve ça c'est assez génial, quoi, en fait. C'est pas quelque chose qui m'inquiète, quoi. Il y a des gens qui ont besoin d'être toujours rassurés. Moi, c'est pas un souci pour moi. Tu te poses même pas trop la question. Il faut y aller, j'y vais. Non, c'est clair, ouais. Donc là, on sort vraiment du cadre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être la moitié des pays où je suis allé où on va jamais, quoi. C'est ça, c'est pas du tout des pays touristiques où on a l'habitude d'aller. Non, mais ça me pose pas de souci. Que ce soit un pays moi, je suis allé, on va dire, c'est un spectre qui va du Japon au Costa Rica, quoi, en gros. Donc, il y a à peu près 5-6 pays en Asie, 6-7 pays en Afrique, aussi en Amérique du Nord. Et c'est des pays comme l'Ouzbékistan ou la Centrafrique. C'est pas des pays où on va souvent, quoi. Mais
aucun problème, je trouve ça génial. Et en général, c'est des fédérations qui font appel à vous. C'est toujours des fédérations. C'est toujours des fédérations, ouais. Et à chaque fois, c'est à peu près le même rituel où on va dire tu vas à l'hôtel, tu rencontres les gens de la Fédé à la Fédé, après tu vas voir le centre, le Clairefontaine local. Alors, il y a quelque chose que je demande toujours, c'est aller voir des compétitions, ou aller voir un match, ou alors aller voir en fait du foot, parce que c'est un autre cadre. C'est pas du tout de la manipulation, hein, c'est pas du tout ça en fait, mais on doit se faire une impression, et puis on parle différemment en fait quand on est autour d'un match ou quand on est autour d'une activité en fait. Il y a vraiment l'idée d'échange. Voilà. Ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que si tu viens du métier du conseil, on peut parler d'audit, on peut parler de... Voilà, c'est très structuré, très calibré. Le grand principe, déjà, c'est que la première chose, c'est que tu y vas dans l'échange. Parce que tu dois vraiment oublier tout ce que tu sais pour pas avoir d'idées préconçues. Et cette idée d'échange, il est fait autour d'entretiens formels, il va être autour d'installations sportives, oui, parce que c'est déterminant. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans les centres de formation, puisque on est dans l'outil, quoi. Et puis le dernier point, autour de la pratique, on va essayer de comprendre les choses. Ouais, je trouve ça intéressant ce que tu dis, c'est on peut avoir tendance à aller dans ces pays-là et rester à l'hôtel, aller dans les réunions, rentrer, mais c'est vrai que le foot, ça t'apporte ça, en fait. Tu le fais de manière naturelle parce que tu vas voir du foot, donc tu es obligé d'aller autour d'un terrain. Le foot, c'est en plein air. Non, ça peut être en futsal, ça peut être en indoor, il n'y a pas de souci. Le foot, c'est quelque chose sur le terrain, en fait. Okay, c'est de la palissade, mais on est vraiment dans une activité terrain. Et sur une activité terrain, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais toi, tu dis ça de manière naturelle, mais il y a tout le foot business qui se passe dans les bureaux et dans les hôtels aussi. Oui. Et ça, c'est autre chose. Mais bon, c'est pour ça. Toi, vous êtes dans un autre, là, on est dans autre chose, tu vois. Mais ça part du terrain. On essaie de comprendre le modèle. Alors, on va utiliser un peu des outils audit, conseils très structurés. On parle du modèle. Qu'est-ce que c'est le modèle ? Sans donner un cours, hein. Je ne vais pas lui donner un cours, mais on essaye de comprendre à quoi correspond le modèle. De tous ces voyages, il y a à peu près, si je devais l'expliquer dans notre manière de faire française, il y a à peu près quatre grands modèles. Le premier modèle, c'est le modèle club. C'est comme chez nous, en fait. Ce qu'on appelle un club, c'est-à-dire dans un endroit, vous avez... qui est d'ailleurs un mot anglais qu'on traduit. Le club, c'est comme une pyramide, en fait. C'est-à-dire que vous avez des joueurs seniors, adultes, qui sont professionnels, pas professionnels, et vous avez des joueurs jusqu'à 6 ans. Vous êtes dans il y a 200, 300, 400, 500 joueurs, etc. Donc, il y a ce modèle un peu de club. Le club, c'est la norme chez nous, en fait, puisque tout est basé là-dessus. Limite, si on ne réfléchit pas trop, on pense que partout, c'est comme ça. Mais voilà, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment un concept. Moi, aux États-Unis, quand j'ai essayé d'expliquer, j'avais été invité à Washington dans un colloque, en fait. L'intervenant juste derrière moi, c'était Kobe Bryant, hein, donc, à qui j'ai eu la chance de serrer la main. Il m'a dit Kobe Bryant, Ludovic Debrou, FFF. Et il a dit Mbappé, il a crié Mbappé. Ouais, malheureusement, c'était un gars très génial qui est d'une dimension. Enfin, il est resté 2 jours, quoi, alors que c'est une superstar, quoi. Il était resté les 2 jours sur place. Parler de son entraîneur des jeunes, c'était vraiment un grand moment. Ah ouais, c'était sur la formation, tout un colloque sur la formation. Il expliquait, c'était génial en fait. C'était sur le sport de manière générale. Et il était intervenu, il avait des interventions sur les 2 jours, quoi. Voilà. Et dans mon intervention, quand on explique aux États-Unis que, en fait, pour devenir international, on paye 120 euros de cotisation par an sur un terrain payé par une municipalité, c'est de la science-fiction. Enfin, je veux dire, ils comprennent pas, quoi. C'est pas possible. Ils m'auraient fait répéter le tarif plusieurs fois. Et c'est parce que ce modèle de club, il est vraiment plus européen. Il est lié aussi, pour avoir un club, il faut des installations, quoi, en fait. Donc, il y a des systèmes... Alors, quels sont les autres systèmes ? Le système de club, c'est le nôtre, on va dire. Voilà. Ensuite, vous avez le système scolaire dans le monde anglophone. Alors, quand on dit scolaire, c'est universitaire aussi. Donc, beaucoup de pays, en fait, du modèle anglophone, ou qui ont été inspirés de ce modèle-là. Le Japon, non, aussi ? Japon, Corée, etc., ont un système où, en fait, le foot va se développer en dehors beaucoup de la fédération. À tel point que même la FIFA essaye de faire des conventions avec les États. Donc, ça veut dire que pendant 4 mois, vous jouez au cricket, ou vous jouez au foot. Et donc, ça peut poser un problème dans l'organisation du foot.
Il passe pas par les fédérations. Non, il passe c'est fait en directement dehors. par. Ouais, ok. Et en fait, il n'y a pas de compétition, par exemple, pendant ces épisodes-là, quoi. Ensuite, il y a le système informel, alors, ce qu'on va appeler l'informel, c'est-à-dire pas lié à la fédération. Mais l'informel, ça ne veut pas dire le foot de rue. Okay, c'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, il y a 5 millions de licenciés et il y a 25 millions de pratiquants en informel. Et puis, le dernier des 4, en fait, c'est le privé, c'est le secteur privé, qu'on retrouve dans énormément de domaines. Donc, vous avez club, scolaire, informel et privé. Privé, ça peut être les académies privées d'Afrique. Ça peut être une académie privée d'Afrique, mais ça peut être une académie privée aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez l'académie est privée, les terrains sont privés, l'organisateur de la compétition est privé. Tout est. En fait, c'est comme si on avait découpé tout notre modèle de club en morceaux. Ces modèles sont très différents. C'est ça le modèle privé, en fait. C'est le modèle qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits. Ce qu'on apprend dans le voyage, on apprend aussi sur notre modèle, qui est vraiment unique, quoi, qui est vraiment qui est pas aussi développé que ça. Ouais. Ce qu'on apprend dans les voyages, c'est justement, il faut pas avoir d'a priori. Il faut essayer de comprendre, okay, pour comprendre avec ce genre de connaissances en fait sur l'écosystème. Ça donne quelques outils, quelques pistes, mais il faut vraiment rester l'esprit ouvert, quoi. Avec un système complètement différent, des règles différentes, des manières de vivre le foot différentes, comment toi et tes équipes, tu peux quand même être force de proposition? Comment voilà, tu arrives et tu peux dire, regardez, ça serait bien, ou vous pouvez peut-être faire comme ça, ou voilà, en discutant, mais qu'est-ce que tu apportes en fait, si c'est tellement différent? Alors la première caractéristique, c'est qu'il y a une demande. C'est-à-dire qu'on ne peut rien apporter à quelqu'un qui ne le demande pas. Ça paraît basique, mais déjà, on part toujours d'une demande. Donc cette demande, ce qui est fondamental, c'est de la comprendre, parce que ce qu'on a appris de ces dernières années, c'est que ça peut marcher que si on est en soutien. Voilà, si on est en soutien d'un existant. Mais il ne faut pas faire à la place, sinon ça ne sert à rien. Il ne faut pas pousser tout le monde et de dire on va faire, parce que ce n'est pas vrai, ça ne marche pas du tout. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ? Il faut comprendre ce qu'ils veulent faire, quelle est leur idée, voilà, parce qu'il faut partir de leur idée. Il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent le faire, parce qu'on peut leur proposer des solutions, mais ça ne va pas marcher parce que on va les heurter en fait sur quelque chose et ça ne marchera pas. Et ce n'est pas différent de ce qu'on fait, ce que je faisais avec les centres de formation, en fait, c'était la même logique. C'était de comprendre pourquoi. Et à partir du moment où on comprend pourquoi ils veulent le faire et ce qu'ils veulent faire, c'est beaucoup plus facile de leur proposer quelque chose. Et après, des fois, dans certaines missions, certains projets, vous proposez des entraîneurs d'ici. Comment vous choisissez les bonnes personnes pour partir ? Dans un premier temps, il y a 3 ans, on avait formé un groupe. Voilà. On avait formé un groupe dans lequel les premiers ont été choisis, en fait. On est passé par d'autres process, des process de recrutement un peu plus classiques. Et c'est un vrai sujet parce que c'est compliqué de s'adapter ou de se transposer, en fait, dans un autre pays, dans une autre culture. Et encore, elle est même pas uniforme, hein. C'est-à-dire que la vision qu'on peut avoir d'autres pays, je vais te donner un exemple, mais par exemple, quelqu'un qui vient d'un autre continent, d'Asie, d'Afrique, qui n'est jamais venu en Europe, s'il vient au mois de janvier en Finlande et puis vous l'emmenez au mois de juillet en Grèce, ça reste l'Europe, mais pourtant, il y a autant d'écart, en fait, que ce qu'on soit en Asie ou en Afrique, et même à l'intérieur de certains pays qui sont immenses. Faut bien garder à l'esprit que les cartes sont jamais à l'échelle, en fait, hein. Nous, la représentation qu'on a, elle est pour des raisons diverses et variées, on va dire, mais la représentation qu'on a des cartes ou des dimensions, ça c'est quelque chose. Je pense que dans le voyage, au-delà de l'aspect, pour sortir du cadre du foot, en fait, dans l'aspect voyage, il y a les lieux, quoi. Okay, les lieux, il y a les rencontres que vous faites, et puis il y a les connaissances, la connaissance de soi, ce qu'on apprend sur soi, ce qu'on apprend sur les autres. Alors d'abord sur les autres et après sur soi quand même. Mais il y a ces trois-là. Et les lieux, ça peut être des lieux en particulier, ça peut être des pays en particulier. Quand vous êtes
là, on était à... Moi, il y avait quelque chose qui m'avait marqué dans mon premier voyage, c'est l'Inde, en fait, par exemple. L'Inde, pour bien comprendre l'Inde, on nous avait donné des éléments qui étaient bien, je trouve, c'est qu'ils avaient mis les 20, il y a plus d'une 27, 25 ou 26, je ne sais plus, régions en Inde. Et ils avaient mis à quoi elle correspondait. Ça, c'est impressionnant. Ça, elle correspondait. Hein, en termes de population. En population, ouais. Quand tu es là, tu arrives, on était à New Delhi et tu à l'Uttar Pradesh. C'est le Brésil, en fait. Ça, c'est fou. C'est fou. Moi, je sors tout le temps ce chiffre. C'est vrai? Ah bon. Okay. Uttar Pradesh, c'est la même population que le Brésil, qui est un des pays les plus peuplés du monde. Ouais. Donc, dans une région indienne, il y a la même population que le Brésil. Que le Brésil, ouais. Ça, je trouve que c'est le chiffre qui veut tout dire sur l'Inde. Ah ouais. On ne se rend pas compte. Là, quand tu es dans la région, je crois, de Goa, qui est assez touristique, c'est la France, quoi. C'est un État où il y a autant d'habitants, quoi. Ouais. Alors que c'est tout petit. Alors que c'est un point. Oui, c'est un point. Il y a des représentations, l'Indonésie, là, par exemple. Des fois, on a des demandes. L'Indonésie, c'est comme les États-Unis, en fait. C'est aussi étalé que les États-Unis, quoi. Donc, il y a la dimension. Il peut y avoir des lieux aussi en particulier. On en parlera un peu après quand on parlera des collaborations, mais les lieux ont beaucoup d'importance. Et ça, c'est dans l'idée du voyage, dans l'idée de découvrir, c'est un des facteurs qui fait que ça me dérange pas du tout. Et même au contraire, j'adore découvrir quelque chose que je connais pas. Ouais. Et donc, pour revenir un peu à la question, tu dois trouver des entraîneurs qui ont cette même mentalité. Oui, sinon c'est compliqué. De toute façon, une personne qui postule, forcément, elle a cette envie de voyager. Oui, on peut se retrouver sur des... Enfin, la plupart des quotidiens sont très différents de ceux qu'on connaît, quoi. Puis il y a d'autres facteurs qui sont importants et qui différencient. C'est le temps. Alors le temps est différent. Ouais, ça c'est intéressant. Ouais, c'est pas le même. Alors on a des représentations et c'est pas du tout péjoratif ni négatif. C'est pas, il y a des gens qui sont en retard, d'autres qui sont en avance. Hein. Et c'est différent. Le concept du temps est différent. Et c'est une personne qui s'adapte doit comprendre ça. Ça, c'est une petite caractéristique, mais qui est très importante, parce que si tu te rends compte que ça peut vraiment te toucher ou t'énerver, c'est que tu peux pas t'adapter dans ces pays-là. Mais je trouve que c'est un point important. Et surtout que finalement, ça marche. C'est-à-dire qu'on va avoir des représentations, oui, et qu'il y a des résultats. On va avoir des représentations d'organisation de journée. Alors, quand on parle d'audit et de se faire une idée, c'est ça. On se dit, je vais faire ça de 10h à midi, puis ça à l'après-midi. Non. Il faut partir sur le principe de, si ça se fait pas, c'est pas grave. De toute façon, il faut arriver à avoir l'information ou le résultat, mais c'est pas la peine faut surtout pas s'énerver. Ça, c'est le principe. Et puis voilà, les gens sont différents. Il faut s'adapter. C'est à nous de nous adapter. Et de toute façon, tu parles, comme tu dis, tout le temps à des personnes qui veulent que tu sois là. La demande, elle vient d'eux. Oui. Et puis, il faut essayer de comprendre pourquoi, en fait, ils font comme ça. Et parce qu'il y a forcément une raison. C'est pas dirigé contre vous, quoi. Est-ce que c'est des gens qui sont débordés parce qu'on leur demande beaucoup trop de choses, parce qu'ils n'ont pas du tout les moyens de répondre à cette demande-là, ou est-ce que les conditions font que, voilà. Et cette image qu'on a un peu de, justement ça, on pense que les Français, justement, ils sont trop rigides, ils n'ont pas trop de capacité d'adaptation. Tu réponds quoi à ça? Qu'il faudrait des chiffres plus précis. Ouais. Il faudrait de la donnée. Alors, j'ai travaillé pas mal sur la donnée. Parce qu'on s'aperçoit que finalement, il y a beaucoup de baroudeurs. Et je pense qu'il y a autant d'anglophones que de francophones ce qu'on va appeler baroudeurs. C'est des gens qui ont fait plein de pays ou des clubs différents. Il y a ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. Je pense on n'en parle pas beaucoup, mais des entraîneurs français qui voyagent et qui ont plein d'expérience à l'étranger, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, ouais. C'est difficile, en fait, d'avoir... Alors ça, c'est parce qu'on voit toujours un peu... Alors c'est une caractéristique aussi en France, on a toujours tendance à se critiquer. On est assez critique avec nous-mêmes. On est loin de... voilà, tiens, ça c'est quelque chose aussi que j'ai constaté à l'étranger. On a un football quand même qui est performant. Enfin, on a c'est ce que j'essaye toujours de mettre en avant. On n'a pas tendance à se mettre en avant en disant, là, paradoxalement, on se vend pas bien. Non, on peut avoir une fausse réputation d'être vantard ou de... C'est pas quelque chose de tangible ou de scientifique du tout. Mais dans la réalité, on a plutôt rarement, on va dire, ouais, on est comme si on est... il y a eu, sur les 6 dernières finales de Coupe du Monde, on est en finale au moins 3 fois, quasiment 2 fois pour les championnats d'Europe, alors qu'il y en a eu 6 aussi. Des fois, quand il y a
est-ce qu'il y a un pays qui peut se dire demain je joue une finale de Coupe du Monde? Nous, ça nous est arrivé 3 fois, quoi. Et ça, si c'était d'autres pays que la France, ils le mettraient vraiment en avant. Nous, on s'excuse de demander pardon. Alors j'exagère, c'est pas vrai. Mais c'est vrai, moi je l'ai senti pas mal de fois. On n'a pas ce truc-là. Donc on a tendance aussi à se critiquer facilement, alors que non, quoi. Je suis pas sûr qu'on s'exporte moins. Pas sûr. C'est à creuser, mais je suis pas sûr. Alors la question des langues, oui, mais il existe des gens dans un peu tous les pays, quoi, hein, dans des pays asiatiques où ils parlent pas forcément la langue. Il y a des entraîneurs français. Non, mais c'est vrai. Moi qui connais bien, je l'ai interviewé dans le premier épisode, Alain Fiard, et il est très très bon sur le terrain, mais il aime pas se vendre. Ouais. Et comme ça, je pense qu'il y en a beaucoup en France. Et il sait, lui, qu'il y a d'autres pays, d'autres gens qui ont la moitié de son expérience. Et ils peuvent trouver des postes parce qu'ils vont mieux se présenter, ils vont mieux expliquer des choses, alors que lui, ce qu'il veut, c'est être sur le terrain. Ouais. Ce qu'il sait faire, c'est être sur le terrain. Et peut-être c'est ça aussi, le formateur français, il va être bon sur le terrain. Tu vois. Et d'un côté, c'est ce qu'on leur demande. Il faut y aller, ouais. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est la caractéristique de ce qu'on essaye de mettre en place, c'est justement d'aller sur le terrain pour expérimenter, quoi. Il n'y a rien qui remplace. Et peut-être j'aurais pu la poser avant. Pour toi, c'est quoi ce fameux fourre-tout, le savoir-faire français? Parce que voilà, des fois, on peut dire ouais, savoir-faire, ça veut rien dire, arrêter avec le savoir-faire français. Mais pour toi, est-ce qu'il existe en termes de formation? Et c'est lequel? Alors, on a fait le faire savoir juste avant. Donc là, on va faire le savoir-faire. Le savoir-faire. Alors, déjà, il y a un existant dans ce savoir-faire. On s'est posé la question de comment mettre en place des programmes de développement, quel type d'outils, en fait, quels outils ont été utilisés, en fait, par les prédécesseurs. Et quand on regarde dans les premiers textes formalisés qui datent fin des années 70, qui ont été écrits par l'ancien DTN Georges Boulogne, quand on les relit, il n'y a pas une ligne à changer, en fait. C'est impressionnant. Tout est écrit, en fait. Tous les concepts, ça a été... Alors, il y a eu forcément un existant avant aussi, hein, mais c'est ça qui est intéressant et fort, je trouve, c'est la transmission qui existe. Cette transmission qui dure, en fait, au fil du temps. Dans ce savoir-faire, il y a toute l'expérience, en fait, qui a été accumulée, et toute cette expérimentation. Ça semble logique, mais souvent, ce que j'ai constaté, ce qu'on constate, hein, je ne suis pas le seul c'est qu'il y a souvent des ruptures dans les pays dans lesquels on a des demandes. Il y a eu des ruptures plus ou moins longues pour beaucoup de raisons, hein. Des fois, c'est des raisons de guerre, des raisons plein de raisons. Ouais. Voilà. Mais il y a cette rupture, quoi. Ah ouais. Alors que là, nous, il y a vraiment cette transmission, quoi. Et il y a... Si on prend des diplômes comme les formateurs, en fait, ceux qui vont faire les formations dans les formateurs de centres de formation, les diplômes datent des débuts des années 90, quoi. Quasiment 20 ans avant les autres. Et donc, ça crée un savoir, une expérience, puis des corps de métier aussi. Vous créez des corps de métier, donc vous avez plus de gens qui travaillent ensemble. Donc, il y a toute cette idée de transmission, de mutualisation. Et donc, le savoir-faire. Après, le savoir-faire, il s'exprime dans la formation de ces entraîneurs, quoi, qui n'est pas du tout mon domaine de métier. Il s'exprime c'est la pierre angulaire, en fait. Former les formateurs. Former tous les entraîneurs, en fait. C'est d'une manière... Alors, les formateurs, c'est une toute petite branche, en fait, puisque c'est la plus visible, mais des entraîneurs, il y en a des milliers et des milliers qui sont formés chaque année. Donc, la grande partie de vos missions, ça va être ça. Ça va être la base, en tout cas, tu vas toujours essayer d'analyser le niveau des entraîneurs du pays. L'idée, c'est de partir de leur existant. C'est-à-dire, il y a du talent forcément partout, hein, chez les joueurs et chez les entraîneurs. Mais s'il y a eu une rupture d'activité pendant longtemps ou sans programme,
il faut partir de plus loin. Donc, pour ça, on essaye de se baser sur ce qui existe. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un système scolaire? Oui ou non? Est-ce qu'il y a comment est structuré l'informel? Est-ce qu'il y a des programmes ministériels? En fait, il faut partir de l'existant. Chaque pays est totalement différent. Et chaque modèle, chaque proposition de programme ou de soutien est différente. La première chose que vous faites, c'est poser toutes ces questions-là. Exactement. Et ils sont tous différents. Ça, c'est ça qui est génial. Ils sont tous différents. Et là, aujourd'hui, vous travaillez beaucoup avec des pays africains, c'est ça? Oui, on travaille beaucoup avec des pays africains, puisque quand la FIFA a vu ce qu'on avait fait en Guinée, en fait, puisque c'était le premier, on n'avait rien révolutionné. Hein. On avait fait... moi, j'avais regardé faire des programmes. On peut faire tous les programmes qu'on veut. S'ils sont hors sol, ça n'a pas de sens, quoi. Et je m'étais basé sur les possibilités de financement, qui étaient des programmes qui sont financés par la FIFA. Et donc, quand la FIFA l'a vu, ça les a intéressés, mais ça faisait partie. En fait, c'était basé sur ils avaient déjà ça chez. Ouais, en fait, c'est comme ça qu'ils demandaient à ce que ça soit fait. Donc, on a signé une convention en fait avec la FIFA en 2018 d'assistance au soutien technique. C'est un programme FIFA, et pour ce programme FIFA, la FIFA demande à la FFF de faire les audits, de mettre en place les programmes de développement, en fait, d'assister la fédération locale pour la réalisation et ça, surtout, ça peut être partout, mais surtout dans les pays africains francophones. C'est destiné à la même chose avec la Fédé, où tu sais pas, dans les pays anglophones. Alors, par exemple, pour les pays anglophones, ils ont demandé, en fait, ils demandent, je crois, à la fédération anglaise de faire comme ça. Okay. Et donc ça a bien pris, en fait, parce qu'en tout cas, il y a beaucoup de fédés maintenant qui sont entrés dans ce programme et qui font appel à vos services. Il y a beaucoup de demandes. Alors, les deux premiers qui étaient partis, les deux programmes de développement, c'était Centrafrique et Djibouti. Donc là, on est en plein dedans. Ensuite, il y a Mali. Le Mali et le Congo étaient les deux après. Et donc, il y a d'autres pays qui sont candidats. Il y a le Bénin. Il y a d'autres pays aussi candidats, le Rwanda, République démocratique du Congo, Comores, Tchad. Mais toi, après, vous aurez un problème de personne, non? Ou non? Si, mais il faut toujours voir d'où on vient. Okay, donc, il y a 3 ans, on se demandait en fait comment on allait se réorganiser, même si ça existait. Mais là, c'est clair qu'avec, puisqu'il y a aussi des programmes d'expérimentation en fait dans le modèle privé, les FFF Academy, donc on en a une à Singapour, on en a une à New York. Donc, des besoins à l'international, ça va exploser. Ouais. Alors qu'en plus, on est en époque de Covid, donc c'est compliqué de se déplacer. Mais on comprend mieux, en fait, ces écosystèmes. Donc, voilà. C'est génial. Et programme-là, avec la FIFA, c'est des programmes qui sont sur une durée déterminée? Alors, la FIFA, ils disent, nous, on veut un projet sur 3 ans. Ouais, sur un an renouvelable, ou 2 ans. C'est le point de départ, en fait. Okay, donc là, c'est de mettre les choses en route. Après, on verra au bout de 18 mois ou un an où est-ce qu'on en est. Mais l'idée de ces principes, c'est de le mettre en mouvement et qu'après, il soit capable de le faire tout seul. Ouais. Mais en combien de temps une fédé après peut continuer toute seule, comme tu dis, mais bon, ça va dépendre d'où ils partent aussi. En fait, ils doivent jamais s'arrêter. Une fois qu'on a mis le mouvement en route, en fait, il y a pas de. C'est comme un horizon quand on le touche jamais, quoi. Ouais. Mais une fois qu'on a mis en route la machine entre guillemets et que on sait comment revenir sur ses pas si on s'est perdu, etc. La machine, elle est lancée. Ouais. Et ça, c'est une direction technique nationale. C'est la structuration d'une direction technique nationale. Mais c'est fou, je trouve, dans le foot africain, moi, je connais très mal comment il fonctionne. Et après, en plus, ça dépend des pays. Mais c'est justement ce qu'on disait avec Pascal, c'est la qualité des joueurs, malgré le fait qu'il y ait peu de structure. La réalité, oui, elle est impressionnante. Du talent, il y en a partout. Hein. On parle de l'Afrique. Mais il y en a partout, mais moi qui voyage pas en Asie, bien sûr, il y en a aussi. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en discutant un peu, en Afrique,
Ouais, mais il y a des très bons joueurs, jeunes joueurs au Japon, il y en a partout. Alors, moi, ce que je voudrais faire ressortir, si on fait un focus sur le foot africain, c'est que, franchement, il mérite beaucoup de respect. Parce que la caractéristique des pays africains, des grandes villes africaines, en fait, c'est les conditions sont très difficiles. Je trouve les équipes sont très disciplinées, très organisées, mais ils le font dans des conditions, c'est hallucinant. C'est-à-dire que entre les niveaux soit de chaleur, de pollution, alors là il y a la pollution tout type de pollution. Ils ont jamais eu la chance en fait de jouer en plus des grands terrains. En fait, la plupart des terrains et des pays, les surfaces sont surutilisées. En fait, ils jouent de 5h du matin à 5h du matin le jour d'après, quoi. Donc il y a du talent, il y en a. Après, les problèmes de terrain font que ça entraîne aussi des manques. Comment on fait pour compenser ces manques, quoi. Moi, je trouve qu'ils ont... Il y a beaucoup de... Comment dire beaucoup de... Courage, c'est pas le mot courage. Courage, c'est pas le bon mot. Mais il y a vraiment beaucoup de respect, ouais. Beaucoup de respect par rapport à ce qu'ils font, parce qu'ils le font dans des conditions, en y mettant beaucoup de rigueur, en y mettant... parce que ça a aussi beaucoup d'importance potentiellement pour eux, sachant qu'il y a très, 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 très peu d'élus. D'accord, il faut bien garder ça à l'esprit. C'est un chiffre qu'on donne toujours en France. On a un programme de détection. J'utilise beaucoup en Afrique. Il y a 100 000 joueurs dans une tranche d'âge, à peu près à 10-11 ans, 12 ans, à peu près 100 000. C'est stable un peu chaque année. Il y en a qu'un qui arrive en équipe de France, donc ça fait 0,401%. C'est ça. Donc, et tout le monde ne voit que celui-là, l'international. Et c'est les mêmes chiffres en fait en Afrique ou en Asie. Donc il faut pas prendre sur l'aspect. Faut surtout pas dire c'est bien, ça va donner des opportunités. Ces programmes vont permettre de donner d'avoir plus de joueurs. Non, parce que le pourcentage il est pareil. Le pourcentage restera exactement pareil. Tu auras quand même que 23 internationaux. Ouais, exactement. Il y a que 11 joueurs à la fin sur le terrain. Donc ce chiffre-là bougera pas. Donc l'idée de ces programmes, c'est pas de dire on va donner plus d'opportunités. On va surtout faire que les 99,99, c'est du foot de base, en fait. C'est l'aspect socio-éducatif, l'aspect féminin, d'accord, puisque c'est fondamental. La moitié des programmes que l'on peut financer sont des programmes féminins. Donc l'impact, en fait, on voit que le haut niveau, la filière d'accès au haut niveau, mais c'est vraiment une niche, en fait. C'est la face visible, donc c'est la manière de... On commence par ça, mais ils ont... Le fait de développer le foot de base est bien accepté. Même la pratique féminine, même si des fois ça reste à... Ça, ils l'ont tous intégré, tout le monde l'a intégré, ils veulent développer ce foot féminin. Ouais, quels que soient les pays. Ils veulent tous se développer. J'ai pas beaucoup d'ancienneté dans le domaine, mais je suis persuadé qu'il y a 10 ans, c'était pas le cas. Là c'est acquis, ouais. Il y a du chemin, beaucoup de chemin, mais c'est acquis. Mais encore une fois, elles vont être confrontées à la même problématique que les garçons, avec encore plus de difficultés pour se professionnaliser, en fait. Donc la dimension socio-éducative, elle est fondamentale, quoi. Et est-ce que aussi, dans le foot africain, justement, dans ces fédérations, en fait, comment on fait pour... c'est aussi ce que tu ne peux pas leur proposer, leur vendre, c'est dire on va avoir plus d'opportunités pour vos joueurs de venir en Europe. Parce que ce n'est pas ça l'objectif, finalement. L'idée, ça c'est un sujet qui leur appartient, vraiment. Ouais. C'est-à-dire que c'est leur propre vision sur ce qu'ils veulent en faire. L'idée, c'est de... souvent, la demande, elle est de structurer le foot de base. D'accord ? Donc, quand on va structurer le foot de base, on va parler de formation d'entraîneur. On va être plutôt dans la structuration d'une direction technique, en fait, de son activité. Et en même temps, comme je disais tout au début, tout est lié, d'accord ? C'est-à-dire que quand vous faites le foot de base, vous faites la filière d'accès, mais pour ça, vous devez vous baser sur une réglementation, sur
sur des formats de compétition, sur des formats de structure. Enfin, voilà. Donc, sur ce qu'ils veulent en faire, il faut rester prudent. Parce qu'il n'y aura pas plus d'élite, en fait, qui va... C'est pas l'objet, en fait. L'objet, c'est pas il n'y a pas de notion de vente, il n'y a pas de notion d'être transféré en Europe, quoi. Quand tu parles d'éducation qui est liée avec la pratique du football, comment tu fais pour comprendre et pour adapter ce que vous proposez, votre accompagnement quand vous ne connaissez pas exactement les règles et la culture locale, le système éducatif? C'est passionnant. La première chose, c'est que c'est passionnant. Mais c'est dans la même logique la même logique d'écouter, dans la même logique de comprendre. Alors, l'éducatif, ça peut être un peu fourre-tout, mais c'est... dans l'éducatif, il y a la notion de valeur et quelle valeur on veut bien y mettre dedans. Donc ça, en fonction des pays, ça peut être différent. C'est pas nous qui devons dire c'est ces valeurs-là qu'il faut mettre en avant. Après, il y a des valeurs qui sont liées à la pratique. Ça, elles sont assez universelles. Je veux dire, quand on respecte le fair play, on apprend à vivre ensemble, en fait. Donc, c'est en partant de là, l'idée, c'est vous partez de là pour aller vers le jeu, mais en même temps, c'est mieux si c'est éducatif, quoi. En France, donc, il y a un plan éducatif fédéral qui reprend les valeurs qu'ils ont, donc santé, citoyenneté, environnement, et trois règles de jeu, en fait, fair play, arbitrage, règle d'arbitrage et la culture foot. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Parce que la santé, c'est valable partout. Quels sont les bienfaits du foot, y compris chez les féminines, puisque c'est pas y compris, c'est un message, en fait, pour favoriser la pratique. Ensuite, la citoyenneté, elle est peut-être propre à la France, mais ça doit être valable un peu partout. L'environnement, ça fait un peu bizarre, parce que ça fait un peu problème de riche. Mais il y a les voyages, si on parle de voyage, moi, il y a un truc qui m'impressionne et qui me choque, c'est le plastique. Les plastiques sont partout. Je veux dire, vous allez en Afrique, n'importe quel coin d'Afrique, mais même dans d'autres pays, vous voyez du plastique partout. L'eau est un vrai sujet quand on met les programmes de développement en place. Pourquoi ? Parce que ça peut représenter la moitié de votre budget. Si vous faites vous voulez faire une opération de foot de base, et il y a le plan que vous mettez en place va impliquer 50 000 joueurs et joueuses, ce qui est possible à l'échelle d'un pays. On fait des événements réguliers, on a fait les simulations. On dit voilà, on va faire une activité pendant 1 an sur de l'expérimentation, les 7 ans, 8 ans. Il y a très peu d'activités, il y a très peu d'offres de pratique sur ces âges-là. En général, ils commencent très tard. Ils commencent plutôt sur les modes de compétition. Donc nous, on veut aller chez les 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et si vous avez 50 000 gamins à l'année, il faut une bouteille d'eau par personne, quoi. Et donc, c'est 50 000 $, quoi. Et c'est aussi simple que ça. Et donc, l'eau va se retrouver dans toutes les activités. Et des fois, ça vous fait 30% de votre budget. Et qu'est-ce qu'il y a avec le plastique ? Vous achetez des sachets. Tous les joueurs, en fait, ils vont prendre le sachet et ils vont le jeter. Donc, partout autour des stades, partout autour de les villes sont envahies par le plastique. Ça, c'est un truc qui est... Voilà, pour parler un peu du voyage, en fait. Le voyage, je l'associe aussi à des lieux. Alors, les lieux, ça peut être des pays, mais ça peut être... si on prend les grandes villes africaines ou asiatiques, hein, je suis allé au Japon, à Tokyo, il y a 37 millions d'habitants, je crois. Donc, petite ville. C'est inouï. C'est inouï la dimension, mais il y a les villes. Moi, il y a des villes qui m'ont marqué. Alors la première, dans l'ordre, New Delhi, le niveau de pollution, ça agresse tout de suite. Alors, je vais faire les trucs bateaux, quoi. C'est la circulation. Ouais, le bruit. C'est le bruit, quoi. C'est cette énergie, cette idée que ça... Voilà, c'est impressionnant, quoi. C'est-à-dire qu'on a beau se dire que... Voilà, c'est une ville qu'on connaît, en fait. Enfin, qu'on connaît. Sans y être allé, c'est une ville connue, en fait. C'est un lieu qui est connu. Ouais. Et vous savez, les singes dans la ville, en fait, c'est des...
c'est stupéfiant, en fait. Voilà. Delhi, c'est une dimension pour quelqu'un qui arrive d'Europe qui est stupéfiante. Après, il y a... Alors, après, j'avais Conakry aussi. Alors, Conakry, c'est un monde totalement différent. C'est la Guinée. Et la Guinée, c'est une presqu'île, en fait. La Conakry est basée sur une presqu'île. Donc, en fait, toute l'activité, le matin, part vers la pointe de l'île, en fait. Donc, la pointe de la presqu'île. C'est-à-dire que tout ce qui est administratif, banquier, économie. Donc, le matin, vous imaginez, vous êtes, pour les Parisiens, il y a le périph', pour les grandes villes, il y a des rocades. Vous imaginez que tout le monde circule dans le même sens. Ouais. C'est-à-dire que... à la même heure. À la même heure. Donc, les deux... Normalement, il y a une voie pour monter, une pour descendre. Donc, les 4 voies, les 4 vont dans le même sens. Et le soir, dans l'autre sens. Et c'est une ville qui a été faite pour 500 000 habitants. Il y en a 3 millions. Qui a été bâtie sur une mine de fer, en fait. C'est du fer partout, mais il est inexploitable parce qu'il y a 3 millions. Et ça... Donc, cet aspect ville, c'est pas ce qui vous attire dans les voyages. Mais dès qu'on sort de là, je suis allé visiter un centre technique qui était là, et vous sortez en fait de cette presqu'île, et on arrive devant un endroit qui est ils appellent ça la montagne du chien qui fume, en fait, parce qu'il a une forme d'un chien, et comme il y a beaucoup de brouillard et de brume, c'est extraordinaire. En fait, le passage, le contraste, en fait. Et ça, ce contraste, on le retrouve dans beaucoup dans les villes africaines. Beaucoup. Parce que c'est comme en Europe, en fait. Les gens ont quitté les campagnes pour aller plutôt vers les villes. Et ce qu'on voit sur Conakry, je l'ai vu aussi en Centrafrique, à Bangui. Quand vous êtes à Bangui, qui est un endroit avec beaucoup de monde, dès qu'on sort un peu, ça vous donne vraiment envie d'aller plus loin. En fait. C'est la caractéristique. Moi, je suis dans les voyages. C'est la même chose alors Djibouti, par exemple. Moi, Djibouti, le centre technique, il est à la périphérie de la ville. Et quand je suis allé voir le centre technique en construction, j'ai pris une photo. Et c'est les mêmes images. J'exagère à peine que le robot sur Mars, là. En fait, c'est derrière, c'est volcanique, en fait. Il y a une petite montagne, c'est Mars, quoi. C'est le désert. Mais c'est aussi fascinant, en fait. Et c'est la route qui part vers l'Éthiopie, en fait, puisque Djibouti a plusieurs ports. Et c'est la porte d'entrée de l'Éthiopie, qui a 120 millions d'habitants juste derrière. Donc, il y a une zone franche, en fait, en plein milieu du désert, avec... je sais pas, ça me fait penser à Roissy, moi. Tellement il y a où toutes les marchandises arrivent et partent en camion. Donc, il y a une route qui part. Ils arrivent dans le port. Et voilà. Et après, il y a les et camions, par camion, en fait, donc, ils nourrissent 120 millions d'habitants, quoi, qui sont derrière. Et c'est la route de l'Éthiopie. Donc, il y a ça, ça sort complètement, en fait. C'est peut-être, je sais pas moi, 95% en fait de notre planète. Ça fait pompeux de dire ça, mais c'est des pays on les connaît pas, en fait. Voilà. Et ça donne vraiment que ça soit un pays comme la Guinée. Alors, c'est la même chose au Mali. Je suis allé à Bamako, là, le Niger, là, quand vous voyez le Niger qui s'éloigne, là, on a envie que d'une seule chose, c'est vraiment d'aller plus loin. Alors, et dans tous ces cas de figure, c'est évidemment qu'on ne peut pas, pour des raisons sécuritaires. J'associe ça au voyage, on a vraiment envie d'aller plus loin, alors que c'est des choses différentes. D'accord ? Vous avez... que ça soit une zone désertique, il y a des gens qui sont fascinés par les déserts. Et ça je l'associe au lieu. Ça, c'est génial. Ça. Et toi, dans quel pays-là tu voudrais justement aller rester plus de temps pour aller explorer, si tu devais en choisir un ? Alors, j'aimerais bien aller... J'ai une bonne question. Non, parce qu'il y a certainement plusieurs endroits. J'aimerais bien aller voir le lac Salé. Après Djibouti, là, le lac Assal, en fait. C'est une zone désertique, dans une zone désertique. C'est le point le plus bas d'Afrique, en fait. Je ne suis plus à 200 mètres sous le niveau de la mer ou un peu moins. Donc, c'est des paysages, on n'a aucune idée, en fait. Mais j'ai la même attirance pour un endroit comme ça, désertique, que pour je dis n'importe quoi. On avait reçu une demande. Des fois, on reçoit des demandes comme ça à la Fédération. Il y en a une, c'était une association qui voulait organiser un tournoi alors je vais dire au Tibet, mais c'est peut-être en Inde, mais le tournoi était à 4500 mètres d'altitude. Ouais.
Et donc, bon, évidemment, c'était compliqué parce que ça peut être dangereux. Mais voilà, ça peut être quelque chose de très désertique, mais quelque chose dans l'altitude, ouais, je sais pas, ça me parlerait, quoi. Il n'y a pas de souci, j'aimerais bien voir. Je le dis souvent avec les entraîneurs que je reçois dans ce podcast. Mais toi, dans ton rôle également, tu es obligé de comprendre la culture là où tu es. Et ça c'est, je trouve, la richesse de vos métiers. Alors en plus, ouais, alors la culture, il peut y en avoir plusieurs en plus. Ouais, il peut y avoir et souvent d'ailleurs. Hein. Mais encore une fois, c'est fondamental d'oublier ce qu'on sait. C'est pas évident, hein, parce que mais il faut vraiment les comprendre. Ouais. Il y a des choses, il y a des alors on va dire culture, mais c'est pas le terme, qui ont pas l'habitude qui voudront pas se livrer en fait, ou qui voudront pas. C'est justement pas dans leurs habitudes de faire ça. C'est pour ça que souvent, quand on va voir du foot, c'est bien parce qu'on discute, quoi. On discute et puis on doit faire comprendre qu'on n'est pas une menace, en fait. On n'est pas là pour dire bah non, on va tout changer, quoi. Ouais. Parce qu'il y a peut-être la personne qui vous a sollicité, mais après, il y a tous les autres autour, tous les gens de son équipe qui comprennent pas forcément qu'est-ce que vous faites là. Et... faut garder à l'esprit que ce qu'on peut faire a un impact énorme. Okay, c'est-à-dire que moi, je suis. Alors, le sujet est souvent lié à l'Afrique, mais c'est la même chose partout. Hein. Mais c'est vrai que c'est impressionnant en Afrique. Je veux dire, les gens enfin, les entraîneurs, les gens qu'on voit, ils n'ont pas d'autre choix. Okay, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Le fait de travailler, le fait d'être en poste, c'est quelque chose de fondamental, quoi. Les niveaux de rémunération sont différents. Faut vraiment garder ça à l'esprit, quoi. On peut pas, on peut pas se tromper ici, bien sûr qu'on peut se tromper. Mais moi, il y a beaucoup de fausses représentations. Hein. Bon, il y a beaucoup de fausses représentations. Ce qui ressort, encore une fois, ouais, c'est beaucoup de respect pour les gens que je rencontre. C'est pas du tout, je dis pas ça pour faire plaisir, il y a beaucoup de respect. Il y a beaucoup de courage. Alors, parce qu'ils peuvent pas se dire, je vais prendre une année sabbatique, quoi. Ça n'existe pas, quoi. Les années sabbatiques ou les années de césure, c'est pas possible, quoi. C'est même une semaine, c'est pas possible. Donc, il y a toute cette énergie, il y a beaucoup de... Je ne suis pas naïf non plus, hein. Il y a beaucoup de situations qui sont difficiles, qui sont compliquées, mais les gens ne sont pas différents de nous. Hein. Okay, quels que soient les endroits où j'ai eu de la chance de discuter, ils attendent exactement les mêmes choses, quoi. Ils ont besoin des mêmes choses. Ils veulent la paix, ils veulent pouvoir travailler et vivre de ce qui leur plaît, quoi. Et bon, je pense qu'on a de la chance à la Fédé d'avoir des gens comme toi et voilà, ou des équipes comme la tienne pour avoir cette mentalité. Parce que je pense que pas tout le monde voit les choses comme ça. Et même si tu es dans l'international, tu as beaucoup de gens qui peuvent... quelqu'un pourrait avoir ton poste et penser différemment et penser qu'on a ce savoir-faire, ce truc qu'on va apprendre, enseigner dans d'autres pays. Et justement, je pense que ce n'est pas la bonne manière. Et tu le décris très bien. Ça c'est sûr, ouais. Non, c'est pas du tout la bonne manière. Mais c'est valable partout. Hein. Et est-ce que vous êtes en concurrence avec les autres fédérations? Il y a des activités en fonction de pays. Donc, il y a des clubs qui développent des partenariats. Alors, ça peut être sur la marque, ça peut être sur développer des fans, en fait, des supporters, des choses comme ça. Les fédérations développent des fois mais j'avais assisté à une réunion comme ça dans un cadre de congrès FIFA qui avait rassemblé en fait des pays qui étaient en collaboration, des pays européens avec d'autres pays, que ce soit des Caraïbes, des pays asiatiques ou africains. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de très répandu, mais ça existe. Ça existe. Après, j'aurais du mal à l'évaluer. Toutes les fédérations ne sont pas organisées de la même manière. Il faut oublier un autre modèle très centralisé où tout revient
Des fois, c'est les ministères qui sont un peu plus en avant en fonction des pays. Des fois, il y a des composants d'une fédération qui, chez nous, sont dans la fédération, qui sont externalisés. C'est difficile toujours de comparer avec nous ce qu'on fait, parce qu'on est très particulier. On est très... c'est notre culture, notre histoire d'avoir des systèmes très centralisés, quoi. Et c'est un choix de pas trop en parler, tout ce que fait la FFF à l'international? Non, c'est récent en plus. Hein. Enfin, récent. Les collaborations, non, ça fait longtemps, mais oui, c'est encore récent. Puis c'est pas l'objet en plus. Puis c'est pas. Encore une fois, c'est peut-être pas dans notre culture, je sais pas. Peut-être que d'autres pays le feraient savoir parce que c'est dans leur. Je mélange plein de questions. Il y a des pays où il y a la culture foot et il y a des pays où pas du tout. Et justement, comment tu fais, par où tu commences dans un pays comme l'Inde, un pays où justement le foot, c'est pas dans la culture du pays. C'est beaucoup plus difficile, non? Alors, déjà, on essaie de savoir à quel point, ok, qu'est-ce que ça représente. Donc la première image qu'on a de l'Inde, c'est que c'est pas un pays de foot. Mais sur les chaînes télévisées, les 4 grandes sportives, il y en a une qui est dédiée au foot. Donc c'est qu'il y a déjà quelque chose, il y a un intérêt. Ensuite, comme dans beaucoup de pays, ou dans certains pays, il y a un intérêt chez les plus jeunes, visiblement. Comme aux États-Unis, d'ailleurs, sur les tranches plus jeunes, pour X raisons, j'en sais très rien. Après, on essaye de creuser un peu, et puis avec les échanges avec la DTN indienne, il y a des États où le foot est plus développé que dans d'autres. Et souvent, moi, sur les informations qu'on a reçues, c'était les États les plus pauvres, notamment les États, en fait, où... Ils ont leur culture, le blé, etc. Et puis quand la culture est finie, ils coupent tout, ils mettent 2 poteaux et ils jouent au foot. Et c'est des États où il y a une culture foot, alors que dans d'autres, il n'y en a pas. Donc déjà, c'est moins uniforme en fait que ce qu'on peut penser. Ensuite, on essaye de voir par rapport à nous-mêmes. Est-ce que nous, on est... Est-ce que dans ce modèle éducatif, à travers le sport, vous n'allez pas à l'université en France? Tandis que aux États-Unis, par exemple, à travers le sport, vous pouvez obtenir une bourse, quoi. Donc, dans le modèle éducatif, bon, est-ce que nous, on n'est pas une culture foot, finalement. Voilà, est-ce que nous, on est bien placés, en fait, pour alors donner des leçons? Bien sûr que non. Mais est-ce qu'on est déjà, on peut se poser la question par rapport à nous-mêmes. Et ça, c'est un des aspects du voyage, quoi. C'est la connaissance à la fois sur place, en fait, d'une situation, et la connaissance sur soi. Et ça, c'est très français, quoi. C'est-à-dire que là, il y a cet aspect, de se critiquer un peu, mais il y a l'aspect aussi de questionnement. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre dans beaucoup de pays, énormément, en Afrique ou en Asie. Nous, notre système, il va être basé sur le questionnement. Voilà. Se poser la bonne question, se questionner soi-même sur ce qu'on fait pour arriver... Alors que dans beaucoup de pays, si vous posez une question, c'est que vous ne savez pas. Et ça, dans l'enseignement et dans l'entraîneur, en fait, l'entraîneur, c'est celui qui sait. Et tout se décline, en fait. Ça, c'est très présent en Asie, c'est très présent en Afrique. Alors que non, en fait, c'est qu'à travers le questionnement, vous pouvez arriver... Ça, c'est quelque chose qu'on doit appliquer à tout. Donc, quand on arrive en Inde, c'est que déjà, voilà, il y a un postulat de base. On n'est pas foot, ok ? À travers ça, on part sur le questionnement. Donc, ce que je viens de faire, en fait, c'est typiquement l'état d'esprit de comment on aborde une situation. C'est la même chose aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, j'avais assisté en dehors de la draft à une convention, en fait. Donc, c'est un événement obligatoire. C'est ce qu'on dirait un recyclage en France, où des milliers d'entraîneurs américains qui sont invités. Et il y a des conférences, des thèmes, il y a des exercices, il y a des séances, il y a la draft. Ouais, théorique, il y a de l'information. Il y a pas de... C'est de l'information. Et puis, ils ont leur système commercial. Et là, ça m'avait soufflé comme une draft, en fait. C'est que vous baladez, en fait, il y a des stands, il y a des gens, en fait, qui, par exemple, ont 10 terrains dans un coin des États-Unis et qui louent leur terrain pour des camps d'été, etc. Ouais. À côté, vous avez quelqu'un qui assure si le stage, etc. À côté, en fait, c'est comme si on avait coupé en morceaux tout un club de chez nous, tout, en fait.
terrain, licenciés, assurance, tout. Le matériel. Le matériel, tout est là. Les activités de pratique, ils avaient une espèce de lance-ballon, en fait. Ouais. Ils avaient découpé en morceaux toute notre activité, là où elle est centralisée. Donc, on ne peut pas faire plus opposé. Mais ça te fait réfléchir, c'est intéressant, parce que tu vois ton club, que tu ne pouvais pas peut-être distinguer tous ces aspects-là dans un club, et ça te permet de te rendre compte que dans un club français, tu as tout ça, et je trouve que c'est enrichissant. Oui, parce que... On ne l'avait jamais analysé comme ça. Non, jamais. En plus, on pourrait y être confronté à ce modèle. Donc, peut-être qu'il faudrait se poser la question un jour, je ne sais pas. Il y a plus que des idées à prendre, quoi. C'est différent. Voilà, c'est différent. Sachant qu'ils vont toujours chercher le 0,0001%, puisque tout le monde voit la même chose. Et en plus, dedans, ils ont une activité commerciale, là où nous, on a une activité plus socio-éducative. Il ne faudrait pas forcément changer. Non, je ne sais pas. C'est une question. Encore une fois, c'est une question. On apprend des uns, voilà, c'est ça, hein, l'international. Quand je dis la connaissance, pour moi, c'est les trois. Hein, c'est les lieux. Il y a des lieux, c'est fascinant. On a vraiment envie d'aller voir plus loin, quoi, quels que soient les lieux, quoi. Il y a les rencontres, parce qu'elles sont vraiment... c'est vraiment autre chose, quoi. C'est vraiment autre chose. Et puis, avec à la fois des gens très différents et très, très semblables, en fait. Et puis, le troisième, c'est la connaissance, quoi. Et est-ce que tu fais des petits retours d'expérience, justement, pour toutes les sphères de la FFF, parce que tu apprends des choses de tous les domaines et tu essayes de dire ce que tu as vu ou... Ah oui, le principe, c'est l'échange, justement, après, en interne, quoi. En interne, ouais. En interne. Ouais, tu dis, j'ai vu ça, c'est incroyable, il faudrait voir. Ouais. Bah, il y a ça qui existe, il y a ça qui nous semble logique, mais en fait, cette idée aussi que qu'il faut toujours regarder ce qui se fait ailleurs, ce qu'on fait déjà naturellement. On le fait sur l'angle notamment compétition, tout ça existe déjà. Il y a rien de, c'est pas nous qui développons ça du tout en fait, puisque ça existe forcément. Genre l'observation, l'analyse. Les échanges existent déjà. Mais là, on est plutôt sur le modèle, sur les modèles existants. Ouais. Si un pays avec lequel tu as collaboré et est championne du monde à la place de la France, ça la foutrait mal pour la FFF. On les a aidés à nous battre. Ouais. Alors, je rigole. On n'est pas sur les... On n'est pas sur les mêmes. Non, on n'est pas du tout sur le même champ de... D'ailleurs, non, mais c'est important, on ne touche pas du tout, en fait, au niveau. C'est-à-dire que les équipes nationales ne font pas partie du tout truc. Non, pas du tout. Et c'est vraiment la formation de coach. Mais bon, tout ça, après, est lié sur le long terme. Oui, ça aide toujours à renforcer. Mais là, dans ces domaines-là, il y a des expériences aussi à prendre. Hein. C'est toujours intéressant de se situer. C'est important de voir aussi ce qui se fait. Voilà. J'ai une petite question comme ça. Comment vous travaillez un peu avec le Brésil ? Alors, le Brésil, on a été sollicité par le Brésil il faudrait que je vérifie. Mais on a été avant le Covid. Avant le Covid, voilà. Avant le Covid, on a été sollicité par le Brésil, puisque le Brésil, pendant longtemps, en fait, leur organisme de formation et d'entraîneur était extérieur à la fédération. Et ils ont souhaité l'internaliser, en fait. Donc, pour ça, ils ont réformé leur système de certification, de diplôme. Et ils sont, à travers des échanges, en fait, ils sont allés voir d'autres pays, notamment des pays européens, et ils nous ont proposé une collaboration sur leur première licence pro. Donc, ils nous ont invités à venir animer un des modules. Donc, il y a Guy Lacombe, et puis avec Franck Tivier, là, responsable du département formation de cadre. Ils ont fait une formation avec les coachs brésiliens dans leur centre technique, là, à Teresapolis. Assez génial, en fait, parce qu'il y avait vraiment... je crois que les 3 derniers sélectionneurs, il y avait Dunga, il y avait les 3 derniers sélectionneurs brésiliens, en fait. Il y avait Guy Lacombe aussi qui a retrouvé, alors il avait été champion olympique, Guy, à Los Angeles, en 1984. Il avait échangé son maillot avec un joueur brésilien. Et ce joueur brésilien était entraîneur dans la formation. C'est un tout petit monde, hein, c'est une petite planète. Et ce qu'on a fait, nous, sur ce même voyage, on a étudié le futsal. Donc il y a l'entraîneur Pierre Jacqui, qui était entraîneur national du futsal chez nous.
Donc, on a organisé en fait un voyage. Il a pu voir demi-finale, finale du championnat du Brésil. Donc, c'était extraordinaire. C'est un peu une des variantes, en fait. C'est l'utilisation du futsal pour aller vers le foot à 11. C'est un peu deux monstres sacrés de la formation et tout qui se rencontrent. Quand même. Oui. Ah bah là, c'est clair qu'en termes de finale de Coupe du Monde, non, c'était très, 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 très riche, très, très intéressant. Alors, le Covid, évidemment, a compliqué un peu des choses. Alors, c'est étonnant de voir la France et le Brésil qui collaborent, mais il n'y a pas de raison, quoi. On apprend des deux côtés, puis on se situe. Tu verrais bien, toi, avoir un partenariat avec une fédé et dire maintenant, venez un peu nous aider, nous former nos entraîneurs. Il y a toujours. Je crois que je me rappelle, il y a une dizaine d'années, il y avait les Canadiens étaient assez avancés en préparation mentale, donc on avait pris un module en fait chez eux de préparation mentale, par exemple. Après, on a beaucoup de collaborations qui sont pas liées à mon activité, mais qui sont avec les autres pays européens. Ça, on le fait régulièrement, quoi. Il y a des groupes d'études sur des thèmes. Là, c'est la partie internationale que je fais. Il y a une autre partie qui se fait depuis des années, mais là, c'est organisé par l'UEFA, c'est sur des thèmes. Donc, en général, c'est ça, c'est souvent la formation de cadre ou le grassroots, le foot de base. Et là, il y a des échanges de procédés. Il y a des échanges d'expérience. C'est des échanges d'expérience surtout. Comment une petite, j'aime pas ce mot, mais un pays comme le Costa Rica peut vouloir de la FFF? Alors ça, c'était justement dans l'action qui a été faite, en fait, qui a été mise en place. Il y avait les accords existants et qui étaient pas vraiment activés, voilà. Et puis il y a des fois il y a des demandes particulières. Là, elle s'est faite par un organisme qui est un lycée français. Il y a beaucoup de lycées français à l'étranger. C'est un réseau très très développé. Et le contact s'est fait par cet intermédiaire-là. Donc on est allé sur place. Mais quand même avec la Fédé après? Oui, avec la Fédé. En fait, la rencontre s'est faite par leur intermédiaire avec la fédération. C'était pour la Fédé. Et on a pu développer des actions sur les féminines, notamment. On avait une action sur l'arbitrage qui a été arrêtée avec le Covid. Mais Costa Rica, c'est un grand pays de foot, qui sont toujours présents en Coupe du Monde, qui sont super bien organisés. Enfin, c'est vraiment un football très, très bien organisé, une fédération très bien organisée. Vraiment, tout est bien conçu, en fait. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué, on parle des voyages, quand on arrive au Costa Rica, il y a un décompte, en fait. Et il y a un compteur. Et ce compteur, il indique le temps depuis lequel ils n'ont plus d'armée. Ils n'ont plus d'armée depuis 1940 ou 1941. Donc, c'est un pays très sûr, dans une zone qui est les moins, en fait. Et puis, on apprend plein de choses. Leurs drapeaux, leurs valeurs ont été construits avec des valeurs françaises, en fait, puisqu'ils ont fait leur drapeau en adaptant le drapeau français. Ah oui, bleu, blanc, rouge. Ils ont pris ça dans leur modèle de constitution, de culture, quoi. C'est un pays qui est vraiment génial. Ah, donc il y avait une logique de vous rencontrer. Alors, la logique, il y a beaucoup de fuseaux horaires différents et c'est pas évident d'y aller. Mais ouais, c'est un pays très attachant. Ah, je crois que j'ai eu le pays là où si tu pouvais partir en vacances, peut-être ça serait. Je le vois dans tes yeux. Je pense, oui. Oui, c'est clair. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Tout était intéressant, sauf mes questions, mais tes réponses étaient très intéressantes. En tout cas, merci beaucoup Ludovic pour ton temps et pour avoir partagé un peu tes expériences et tout ce que vous faites au sein de la FFF à l'international. Je trouve que c'est impressionnant et on n'en parle pas beaucoup. Et moi, le premier, je te dis mea culpa, parce que je dis souvent que les institutions françaises, elles pourraient faire plus à l'étranger. Et je m'excuse parce que je me rends compte que non, vous faites beaucoup. Donc voilà, merci. Félicitations et continuez comme ça. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Salut Ludo. Salut. Ludovic fait partie de ces personnes qui ont un métier passion. Il s'épanouit pleinement dans sa mission au sein de la FFF et son profil matche parfaitement avec son poste. Humble, expérimenté, avec une forte capacité d'observation et d'adaptation. N'étant pas de nature à s'exposer, c'est un grand privilège qu'il nous fait en venant témoigner et échanger ici. Alors merci à toi Ludovic pour ce moment riche en partage et en apprentissage. Voilà, vous venez d'écouter le 10e épisode de En dehors de ma surface. 10 épisodes en 10 semaines, c'est sport.
mais c'est surtout un kiff. Nous sommes déjà partis aux 4 coins du monde, avons été confrontés aux problématiques internationales de plusieurs acteurs du foot. Alain, Franck, Pascal, Florent, Michael, Massamba, Corentin, Alex, Christophe. Merci à vous tous d'avoir partagé sans filtre ces morceaux de vos vies. On a beaucoup appris, et je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne qu'une envie. Repartir pour une dizaine d'épisodes avec de nouveaux acteurs du ballon. Alors, à la semaine prochaine. Baila esta cumbia que te canto, baila palera.